à tous et à toutes. Je m'appelle Victoria Soflan. Je représente le helpdesk du cluster de nutrition par rapport au système d'information nutritionnelle. Je vais garder ma vidéo juste pour l'introduction et ensuite je vais la remettre pour les questions et réponses, juste si jamais ça va affecter la connexion pour certains d'entre vous. J'ai mon collègue Manat qui va m'aider avec un peu la logistique pour ce webinaire par rapport au muté ou sans muté pour qu'on puisse bien enregistrer cette session. Je vous remercie également de se rejoindre à nous aujourd'hui et pas la semaine dernière. C'était une petite faute d'organisation dont je suis responsable, mais je pense que la semaine additionnelle, nous aurons un peu plus de personnes qui pourront y assister. Donc, cette présentation, c'est sur les directives sur l'analyse des besoins humanitaires en matière de nutrition. Donc, c'est des directives qui viennent d'être développées. Je vais rentrer un peu plus de ces détails, mais c'est grâce au financement de l'UNICEF et de USAID. Donc là, je vais juste enlever ma petite vidéo. Voilà. Parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le processus pour le développement de ces directives, le but et les étapes, ainsi que la liste des indicateurs clés qui ont été identifiés, les étapes pour l'analyse de la situation nutritionnelle, les calculs pour le nombre de personnes en besoin, le PIN, et ensuite on passera aux questions et réponses et de décrire un peu plus les prochaines étapes. Par rapport au processus de développement, le cluster de nutrition s'emploie à améliorer la qualité de l'évaluation et de l'analyse des besoins en matière de nutrition en cas d'urgence au niveau des pays, y compris la collecte de données, leur analyse et la préparation des aperçus sur les besoins humanitaires, autrement dit les HME en anglais. Juste un instant, Oui. Victoria. Est-ce possible de minimiser les chats pour qu'on excuse-moi. ait accès à... Le chat ou les participants? Pour les participants, oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, ça marche. Merci. Ah, pardon. Je ne savais pas que tout était en train d'être partagé. Bon, vive la technologie. Donc, revenons au processus de développement. Donc, il n'y avait pas de directive à l'échelle globale qui existe pour ces analyses de besoins pour tout pays qui ne dépend pas d'un cluster activé ou des pays qui ont déjà un plan de réponse, le HRP. Donc, à travers le GCAM, donc c'est un groupe, un mécanisme mondial de travail, tout ce qui est en des questions techniques. Sûrement, plusieurs d'entre vous est bien au courant, comme nous avons des sommaires qui ont été lancés dans ce contexte de la pandémie. Et l'année dernière, la fin de l'année dernière, il y avait un sous-groupe de travail dans le cadre du groupe de travail thématique mondial sur les systèmes d'information nutritionnelle. Donc, ce groupe de travail, on se parlait presque tous les 2-3 semaines, débutant au mois de janvier jusqu'à la fin mai. Et ce processus consultatif a identifié de nombreuses recommandations sur l'analyse et la préparation des besoins en matière de nutrition. Pour clarifier dès le départ le but de ces directives, premièrement, ces directives visent à fournir une orientation étape par étape et vraiment l'établissement d'un consensus sur l'analyse de la situation nutritionnelle et des besoins nutritionnels. Ces directives, en étant une première itération,
va avoir des versions ultérieures qui seront préparées une fois que ces directives seront mises à l'essai ou que de nouvelles lignes directrices auront été publiées. De plus, ces directives visent à assurer une réponse collective fondée sur des données de qualité et axée sur les résultats. Pour l'instant, ces directives n'incorporent pas encore les considérations du cadre d'analyse intersectorielle, ou le GIAP, et nous allons préparer un addendum une fois que la méthodologie sera prête. Ces directives n'ont pas pour objectif d'être complets ni normatives avec ces trois scénarios, donc je vais aborder sous peu les trois scénarios, ni avec la liste d'indicateurs clés, particulièrement en tenant compte de la pandémie Covid. Je vous invite plutôt à visiter sur le site web du cluster ou du GITAM les sommaires qui ont été développés spécifiquement par rapport à la pandémie Covid et surtout par rapport aux indicateurs à collecter. Le deuxième sommaire est en cours, donc juste pour que vous soyez au courant, et ça sera lancé à la fin du mois. Donc tout ça sera lancé à peu près au même moment. Rentrons maintenant dans les étapes de ces directives. Il y a trois sections principales. Premièrement, l'élaboration d'un plan annuel d'enquête nutritionnelle. Certaines recommandations sont mises en avant et souvent ce plan annuel d'enquête nutritionnelle est dirigé par le groupe de travail responsable qui travaille sur toute question des systèmes d'information nutritionnelle au sein d'un pays, avec des considérations clés, par exemple la saisonnalité ou la fiabilité de la collecte des données. Souvent, ce plan annuel, bien sûr par rapport aux autres années et pas celle-ci, comme Covid a un peu changé les plans d'enquête pour tout le monde, normalement se développe vers la fin de l'année précédente ou dans le premier trimestre de l'année même. Ensuite, la deuxième section aborde tout ce qui est l'analyse de la situation nutritionnelle. Nous proposons une approche basée sur trois scénarios. Premièrement, les situations où une analyse de malnutrition aiguë d'IPC, donc je viens de vérifier la traduction du cadre intégré de classification, qui peut être mené ou utilisé dans le pays. Donc ça, c'est le scénario 1. Ensuite, nous avons un autre scénario, les situations où une analyse de malnutrition aiguë d'IPC ne peut pas être menée et la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans est une préoccupation primordiale. C'est-à-dire, nous avons une prévalence au-dessus ou égale à 5%. Donc, sûrement, ça va être le scénario 2 qui va être un peu plus pertinent pour certains d'entre vous. Et nous avons un troisième scénario, les situations où la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans est moins de 5%. Cela peut être plutôt dans les contextes d'Amérique latine où la prévalence de malnutrition aiguë n'est pas une préoccupation primordiale. Cette analyse se fait à base du cadre de malnutrition aiguë qui a été adapté du cadre conceptuel d'UNICEF. Et bien sûr, le timing de cette analyse nutritionnelle, analyse de situation nutritionnelle, dépend du calendrier saisonnier, de la sous-nutrition et d'autres paramètres. Mais généralement, celui-ci a eu lieu entre août-octobre ou même avant, déjà au mois d'avril, si cela comprend ces analyses d'IPC, donc du cadre intégré de classification. Voyons maintenant
la liste recommandée d'indicateurs clés. C'est important que cette liste ne prend pas la place de la liste compréhensive ou exhaustive de tous les indicateurs de nutrition, mais plutôt cette liste recommandée est destinée à standardiser le processus d'analyse de nutrition. Cette liste a pour caractéristique différentes phases. Donc, vous voyez un petit aperçu de ce tableau qui est présent dans les directives avec l'échelle de sévérité et l'échelle de sévérité par rapport aux normes internationales pour la malnutrition aiguë globale et ses facteurs contributifs. Pour chaque indicateur, nous détaillons la catégorie. Donc là, nous avons les résultats principaux nutritionnels. Ensuite, son alignement avec le cadre de malnutrition aiguë du l'IPC. L'indicateur en question. Donc là, nous avons la prévalence de malnutrition aiguë globale selon le poids pour taille ou le MOAC. Et ensuite, l'effet humanitaire selon le scénario. Donc, si nous avons là, la dernière rangée, la prévalence de malnutrition chronique, dans le scénario 1 ou 2, où la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans est au-dessus ou égal à 5%, celui-ci va avoir un effet humanitaire sur le niveau de vie et non pas le bien-être physique et mental, qui sera le cas pour les enfants pour le troisième scénario. Ces points sur les effets humanitaires sont détaillés bien sûr beaucoup plus dans les directives, mais je vais juste faire un petit aperçu maintenant. Nous avons l'échelle de sévérité selon l'IPC ou OCHA, donc les 5 phases, ainsi que les sources pour les seuils et leurs sources, les seuils et leurs sources. Et certains seuils sont maintenant préliminaires, comme il n'existe pas des normes internationales pour certains indicateurs. Rentrons un peu plus dans ces indicateurs clés, comme je suis sûre que j'aurai pas mal de questions vers la fin sur ces indicateurs. Les indicateurs sont organisés selon, encore une fois, la catégorie, donc les principaux résultats nutritionnels, ensuite des facteurs contextuels qui sont facultatifs et cela dépend de la situation humanitaire. Et ensuite, on a une autre série d'indicateurs qui représentent les facteurs contributifs selon la malnutrition. Nous avons aussi les indicateurs provenant des autres secteurs, donc les indicateurs de WASH, de vaccination, l'état de santé, la disponibilité et accès aux services de santé, ainsi que la consommation alimentaire. Je ne vais pas rentrer en plus de détails ici, mais vous pouvez voir que nous avons 4 indicateurs qui représentent la malnutrition aiguë et chronique. Donc, bien sûr, la MAG selon le poids pour taille chez les enfants de moins de 5 ans, ou bien la prévalence de MAG selon le périmètre brachial chez les enfants 6 à 59 mois, la prévalence de malnutrition aiguë globale chez les femmes allaitantes et enceintes, selon le périmètre brachial, ainsi que la prévalence de malnutrition chronique chez les enfants moins de 5 ans. Il y a ensuite, dépendant du contexte, le double fardeau qui sera mesuré, entre autres, avec la prévalence de surpoids chez les enfants âgés 0, chez les enfants de moins de 5 ans, la malnutrition aiguë dans d'autres groupes cibles, les carences en micronutriments et les indicateurs de mortalité qui sont
sont collectées par les enquêtes SMART, ainsi que les causes immédiates et les pratiques anges qui sont clés par rapport à ce groupe de travail et tous les partenaires qui ont été consultés. Dans la section qui détaille l'analyse de la situation nutritionnelle, nous avons des recommandations pour chaque scénario. Dans les situations où la prévalence de la MAG est au-dessus ou égale à 5% chez les enfants de moins de 5 ans, idéalement, nous recommandons d'utiliser une analyse d'IPC, donc du cadre intégré de classification. Sinon, nous avons toutes les étapes pour la classification de la sévérité si une analyse d'IPC ne peut pas être menée. Cette classification de la sévérité se base sur la MAG chez les enfants de moins de 5 ans, basée sur le poids pour taille. Même si nous essayons, en tant qu'une communauté de nutrition, à utiliser plus l'indicateur agrégé, le CIGAM, il n'y a pas encore de seuil international qui sont fournis, donc nous allons nous baser sur le poids pour taille pour l'instant. Si jamais la prévalence de malnutrition selon le poids pour taille n'est pas disponible, vous allez donc utiliser la MAG basée sur le périmètre réactal chez les enfants de moins de 5 ans. Et si cela n'est pas disponible dans ces rares circonstances, vous pouvez ensuite utiliser la MAG chez les femmes enceintes et allaitantes basée sur le périmètre brachial. De toute façon, une analyse qualitative sera aussi menée sur les facteurs contributifs. Vous voyez un petit aperçu sur, encore une fois, les différentes échelles de phase et selon l'indicateur, avec le groupe d'analyse, vous allez classifier chaque indicateur par rapport à la prévalence. Ensuite, par rapport au scénario 3, où la prévalence de la malnutrition aiguë globale est moins de 5% chez les enfants de moins de 5 ans, la classification de la sévérité va utiliser un système de notation, bien sûr cela va être piloté, qui se fait sur la base de 10 indicateurs qui tiennent en compte à la fois la vulnérabilité des groupes cibles et de la fiabilité des indicateurs. Dans un premier groupe, nous avons l'allaitement exclusif chez les enfants 0 à 5 mois, la diversité alimentaire minimum, l'anémie chez les enfants moins de 5 ans et la prévalence de malnutrition chronique ou de surpoids. Ensuite, nous avons un deuxième groupe où la prévalence d'anémie chez les femmes enceintes et allaitantes est inclue, ainsi que les deux indicateurs ANGE qui nous donnent une idée sur la distribution du substitut de lait maternel. Nous avons dernièrement un troisième groupe où la malnutrition aiguë globale chez les adolescents et les personnes âgées sont aussi inclus. Donc voici juste un survolé de ces 10 indicateurs qui utilisent un système de notation pour justement faire cette classification de la sévérité. Comme nous avons déjà vu dans les autres scénarios, une analyse qualitative des facteurs contributifs sera aussi inclue. Passons maintenant à la dernière section des directives. Donc, une fois les résultats de l'analyse de la situation nutritionnelle est terminée, ces résultats constituent la base pour une réponse humanitaire cohérente et efficace en fonction de la sévérité identifiée. Ensuite, comprendre la magnitude de la situation à différents niveaux de sévérité appuie la planification des interventions en évaluant le nombre de personnes en besoin.
et ce nombre de personnes en chaque besoin nutritionnel spécifique dans chaque zone géographique en fonction, encore une fois, des résultats de l'analyse de la situation nutritionnelle. Nous avons un sous-ensemble minimum. Encore une fois, cette liste ne prend pas la place de la liste exhaustive d'interventions clés spécifiques à la nutrition, qui s'organise entre 3 catégories. La première catégorie, la sous-nutrition aiguë et chronique, ainsi que la surnutrition, les pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et aussi les carences en micronutriments. Voici un aperçu du tableau pour les calculs PIN. Bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail et surtout que présentement, les directives ne sont seulement disponibles en anglais et toutes les démarches pour les faire traduire le plus vite possible en français sont déjà en cours. Donc, un petit peu de patience là-dessus, s'il vous plaît. Nous avons chaque besoin nutritionnel qui est suivi de son alignement avec les interventions spécifiques à la nutrition promues par l'OMS et pour des formules claires qui sont ensuite indiquées dans la dernière colonne pour chaque besoin nutritionnel. Donc, c'est avec ces informations que vous allez faire vos calculs PIN. Et bien sûr, la désagrégation selon le sexe, le groupe d'âge et les incapacités devrait être faite lorsque des données soient disponibles. Pour garder la meilleure partie pour la fin, ces directives sont accompagnées d'un outil de calcul, en pièces jointes, qui suit toutes ces étapes et sections que nous venons de voir. Pour l'élaboration d'un plan annuel d'enquête nutritionnelle, nous avons un registre des indicateurs avec ce grand tableau des seuils de classification pour chaque. Et cet outil de calcul se base sur l'outil de calcul déjà présent qui a été adapté du cluster de nutrition en tout ce qui comprend le caseload, donc le nombre de personnes en besoin. Pour la deuxième section des directives, nous avons des feuilles de calcul spécifiques pour chaque scénario, ainsi que des détails sur la composition de l'équipe d'analyse. Encore une fois, c'est vraiment l'établissement d'un consensus qu'on cherche avec ces directives et une base de données avec la fiabilité de chaque donnée qui a été utilisée pour l'analyse. Ensuite, pour la préparation des chiffres clés pour l'aperçu des besoins humanitaires ou le plan de réponse, vous pouvez insérer vos chiffres de la population désagrégés par sexe ou bien catégorie d'âge, ou bien aussi incapacité si disponible, avec des feuilles de calcul automatiques pour les filles. Donc, sûrement, ça va être quelque chose d'assez intéressant pour les collègues qui travaillent avec l'information et sa gestion. Parfait. Donc, j'ai terminé ma présentation sur les directives et je vous invite maintenant à poser vos questions. Je suis sûre que mon collègue Anak a sûrement été en train de suivre toutes les questions qui ont eu lieu dans le chat et je vous invite à me les poser. Si possible, Magnat, ou si les collègues peuvent être non mutés. Ah oui, Victoria, merci. Il y a juste une question. Les collègues demandent si c'est possible d'avoir les documents qui sont utilisés dans la présentation, parce qu'il y a même comme les tableaux, on a pris comme juste la photo, mais ce n'est pas visible. J'aimerais avoir juste les documents. Là, j'ai répondu. Je pense que les documents seront partagés après avec la présentation aussi. Ça sera disponible. Absolument, absolument. Tout sera mis sur le site web du cluster, donc sous l'événement même d'aujourd'hui.
je vais aussi partager l'enregistrement et les liens pour les directives. Ouais, merci. Là, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant. Ouais, il y a la dernière question, c'est Kevin. Je ne sais pas si tu peux lire. Il aimerait savoir si, pourquoi utiliser l'IPC pour prioriser. Tu peux lire la question, il y a comme d'autres sous-questions. Oui, c'est une très bonne question. Le sous-groupe de travail voulait prioriser, donc, premièrement, des collègues du IPC faisaient partie de ce groupe de travail et on voulait avoir ces 3 scénarios. Donc, ce n'est pas seulement une question d'être priorisé, mais c'est une option comme c'est bien compréhensive, l'analyse IPC et que ça a été développé au cours de plusieurs années. Nous voulons prioriser toute cette démarche dans un premier temps, mais bien sûr, je pense que même cette année, dans les autres années qui suivent, notre scénario 2 où une IPC ne peut pas être menée va prendre autant d'ampleur dans les années qui suivent. Donc, je pense, c'est pour ça qu'on voulait vraiment organiser ces directives avec une approche basée sur ces 3 scénarios et pas seulement une approche globale pour toute question. Pourquoi ne pas prendre pourquoi ne pas prendre les valeurs? Donc, on se base sur la MAG comme nous avons des seuils et des normes internationales. Donc, c'est pour ça nous allons se baser plutôt sur la prévalence de MAG et non la masse, comme il n'y a pas de seuil à l'échelle internationale. Et aussi, par rapport aux questions de Kevin, les zones sans note IPC, on fera comment pour... Donc, justement, dans les zones où il n'y avait pas d'analyse IPC, vous pouvez ensuite vous baser sur ce scénario 2 où la prévalence de malnutrition aiguë est au-dessus de 5% et une analyse IPC n'a pas été faite ni ne peut pas être faite dans le futur proche. Donc, j'espère que ça répond aux questions de Kevin. Ensuite, nous avons Ousmane. Magnette, est-ce que tu peux laisser Ousmane dire ses questions, s'il te plaît, à voix haute? Ousmane? Alors, bonjour Victoria. Bonjour Ousmane. Bonjour tout le monde. Je suis attentivement à la présentation qui était très intéressante. Au niveau du Burkina, nous avons fait l'exercice IPC tout récemment et nous avons aussi profité pour revoir nos burdens et les PIN. Voilà, en tenant compte de l'insécurité, mais aussi en prenant en compte le facteur COVID. Et il y a eu beaucoup de discussions sur l'impact du facteur COVID que nous avons utilisé, puisque nous avons utilisé finalement un impact de 10 pour le deuxième trimestre, 5 pour le troisième trimestre et 5 pour le quatrième trimestre. Alors, il y a eu des questions. Est-ce qu'au niveau global, actuellement, il y a beaucoup plus d'évidence sur des impacts COVID plus standardisés qui permettent de prendre en compte de ce facteur-là dans le calcul de perte? Merci pour cette question, Ousmane. En effet, donc déjà, à l'échelle globale, nous ne savons pas justement toujours les impacts de COVID sur le statut nutritionnel. Je sais qu'il y a de nombreux exercices de projection qui ont été faits par des partenaires académiques et de façon générale, nous préférons que les données déjà présentes dans vos pays soient utilisées. Bien sûr, COVID, c'est un cas très spécial et unique que personne n'a été confronté.
Donc, je pense que là, les directives ne sont pas développées juste pour Covid, mais pour toute autre situation. Et donc, je pense que ça va être plutôt les sommaires qui ont été lancés sur l'information nutritionnelle, sur les systèmes d'information nutritionnelle dans le contexte de Covid qui pourraient vous donner quelques recommandations spécifiques à cette situation. Donc, il n'y a pas forcément un impact facteur Covid. Je sais qu'il y a aussi d'autres efforts des collègues OCHA à travers des cadres conceptuels avec le choc et comment Covid va impacter l'aperçu des besoins humanitaires cette année. Mais pour l'instant, personnellement, moi, je ne suis pas au courant comment ce facteur Covid va être intégré dans à travers tous les secteurs, parce que bien sûr, nous n'avons pas encore des évidences claires et nettes et aussi robustes sur quels seront ces effets. Oui, il y a aussi Kevin qui voulait parler, poser une question. Deuxième question de Kevin. Oui, bonjour Victoria. Moi, je voulais juste poser une autre question. En fait, nous, on a notre priorité faite avec les... Vous avez demandé au chat. Il nous a demandé de prendre des valeurs à nous propres. Donc, on avait pris la prévalence de la masse et de la MAG pour définir la priorisation des zones. Mais ça, ce n'est pas vraiment une priorisation que nous, on utilise au sein du cluster parce que ça priorise trop de zones de santé. À l'heure actuelle, c'est 80% de nos zones de santé quasiment qui sont priorisées avec ça. Donc, nous, en interne, on a développé une priorisation qui prend justement la masse, la MAG, la malnutrition chronique, l'IPC, le choléra, rougeole, Ebola, Covid et mouvements de population. Et on a fait des pondérations. Ça nous permet d'avoir une priorisation un peu plus affinée. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra garder dans le futur ou c'est quelque chose qui n'est pas possible? Je pense que par rapport à un système de pondération, là, nous avons surtout une sorte de système de notation sur notre troisième scénario. Après, vraiment, l'objectif de ces directives, c'est de mettre en avant des recommandations pour standardiser tout ce processus à travers les pays. Après, si au sein de votre pays, vous préférez votre système de pondération, moi, je serais intéressée de connaître un peu plus. Comme ça, nous pouvons voir pour les prochaines versions de cette directive si ce système de pondération est plus logique que celle que nous proposons maintenant. Ok, d'accord. Donc, on était déjà en train de parler avec Danka Panchova qui fait partie du GNC là-dessus. On devait s'entraider, mais avec Covid, tout s'est un peu arrêté. Mais oui, on pourra. Je pense que Covid a arrêté ou affecté pas mal de discussions ou de priorités, mais je serais bien sûr intéressée. Nous pouvons organiser un appel de façon bilatérale après. Kevin, pour en discuter un peu plus et surtout, une fois que vous pouvez voir sur les directives et les feuilles de calcul, si peut-être aussi il y a des points de chevauchement par rapport à l'approche utilisée. Ok, merci. Ensuite, Anne-Marie, je vais définir la catégorie indiquée dans l'outil de calcul. Donc, selon l'indicateur, il y a différentes catégories d'âge qui sont utilisées dans l'outil de calcul. Donc, c'est assez extensif. Comme nous avons des calculs automatiques pour chaque indicateur dans notre liste, et voire même plus, parce que selon les interventions nutritionnelles, nous allons aussi définir différentes priorités. Donc, c'est assez extensive et je vous invite à regarder un peu plus en détail l'outil de calcul, surtout par rapport à l'entrée des chiffres de population que vous pouvez faire. Et aussi Anne-Céline, au niveau du bureau régional, nous avons travaillé sur des machines. Tout à fait. Donc, je suis tout à fait au courant que, bien sûr, avec Covid, il y a eu d'autres exercices de priorisation. Cette année, encore une fois, c'est bien eu.
Je pense que peut-être les directives pourront vous aider par la suite. De toute façon, c'est vraiment comment collecter vos retours et vos suggestions qui sera très utile pour que ces directives soient encore plus robustes et compréhensives par rapport au scénario. Peut-être il faut qu'on ajoute un scénario au Covid maintenant, une fois qu'on saurait un peu plus sur ses effets. Donc, je reste vraiment à l'écoute de tout le monde sur comment améliorer déjà ces directives pour le test pilote dans les prochaines semaines et mois qui suivent. Et sur ça, je vais même juste afficher mon adresse email. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons pas mal de temps. Anne-Céline, avec un commentaire. Laissez Anne-Céline parler. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante et à mon avis, vraiment pertinente dans le cadre des exercices Etcheno et Cherpi qu'on a tous l'habitude de faire dans nos régions respectives depuis quelques années. Je trouve ça très pertinent dans le sens où effectivement, ces dernières années, on a reçu, en tout cas au niveau du bureau régional, pas mal de retours sur les méthodologies de calcul d'épines qui partaient justement un petit peu dans tous les sens. Donc, cette proposition d'harmonisation va permettre de standardiser un petit peu ces calculs et je trouve ça vraiment pertinent. Toutefois, et c'est aussi pour rebondir sur les éléments donnés par Kevin, nous, en tout cas pour la région Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a des situations spécifiques qu'il faudrait qu'on puisse capturer, notamment tout ce qui est lié au déplacement de population, à l'insécurité civile, aux épidémies. Et c'est vrai que ce sont des critères qui vont rentrer et qui doivent rentrer en ligne de considération dans les analyses de situation nutritionnelle. Donc peut-être voilà, des pistes de réflexion pour l'amélioration de l'outil et les prochaines étapes à considérer pour des situations un petit peu plus spécifiques où on a différents facteurs aggravants et facteurs de risque qui pèsent lourdement sur le statut nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Voilà, merci beaucoup en tout cas et au plaisir de travailler avec vous tous. Parfait. Un grand merci Anne-Céline pour cette réflexion. Je suis tout à fait d'accord par rapport à les prochaines pistes et comment nous pouvons travailler vraiment ensemble pour améliorer cette directive avec tous ces autres facteurs aggravants par rapport à une région, donc le Sahel ou d'autres régions à travers le monde. Et je reste à l'écoute sur comment nous pouvons travailler plus ensemble par la suite. Est-ce que c'est directive choc? Donc, c'est une très bonne question de Aminata sur l'intégration d'une composante au choc comme Covid. Je sais, par rapport, il y a un groupe de travail technique à l'échelle globale qui travaille avec OCHA, justement sur un cadre d'analyse intersectorielle qui prend en compte cette notion de choc. Donc, c'est toujours en cours et c'est pour cela, ces directives, pour l'instant, n'ont pas intégré ces recommandations, mais je vais préparer par la suite un addendum, une sorte d'annexe, qui va suivre ces directives justement par rapport à toutes ces questions d'analyse intersectorielle qui vont avoir lieu dans le mois prochain. Donc, Félicien, partagez avec nous une expérience comme solution en cas de difficulté, avoir des données nationales de population désagrégées suivant les tranches d'âge, cible des interventions et suivant le genre. Donc, vous demandez pour une expérience comme solution.
Pardon, Félicien, je ne comprends pas justement. Est-ce qu'il y a une question ou c'est plutôt un commentaire? C'est par rapport aux données, n'est-ce pas? La fiabilité? Oui, très souvent on est confronté à un problème où quand on regarde par exemple les tranches d'âge par rapport aux interventions, les données de population au niveau national, vous pouvez avoir la tranche d'âge de 0 à 1 an, de 0 à 4 ans, alors que quand on prend les interventions hanches, par exemple, on a besoin des tranches d'âge de 0 à 6 mois, 6 à 23 mois. Et si on veut faire la supplémentation ou bien la fortification domicile avec les micronutriments, on a aussi besoin des tranches d'âge assez spécifiques. Dans ces contextes, est-ce que vous avez une expérience à partager avec nous comme solution proxy qu'on peut adapter? Merci. Merci, Félicien. Si je ne me trompe pas, dans les directives, nous avons quelques recommandations au point de départ par rapport à ces tranches d'âge bien spécifiques par rapport aux indicateurs d'âge. Donc, je ne me rappelle pas, je pense que c'est aux alentours de 1,6% pour les enfants, les nourrissons âgés entre 0 et 5 mois. Donc, nous avons des pistes si jamais vous n'avez pas ces données divisées en tranches d'âge par rapport aux chiffres de population que vous avez à votre disponibilité. Donc, nous avons quelques points de départ qui est mieux que rien, bien sûr, mais ça reste toujours des estimations. Donc, je ne pense pas que j'ai d'autres expériences pour l'instant à partager, mais au moins on offre quelques points de départ. Merci, Kevin. Ouais. Ah, Kevin. Kevin est très enthousiaste, j'adore. Oui, non, moi c'est plus une demande, mais je pense que beaucoup de personnes auront la même question un peu. C'est nous ici avec Covid, on a en fait un peu toutes les enquêtes smart qui ont été stoppées. On ne peut plus vraiment faire d'enquête smart, c'est une directive du Pronanut, c'est le ministre de la Nutrition, le ministère de la Nutrition. Donc pour le prochain HRP, on ne va pas vraiment avoir une évolution de la situation nutritionnelle dans certaines zones de santé ou certains territoires, faute de données via les enquêtes smart. Là, on avait beaucoup parlé avec notre bureau régional, UNICEF, où on avait juste augmenté l'incidence pour évaluer l'impact Covid, mais le prochain HRP, comment on va faire? Parce que c'est un peu ma question, c'est comment évaluer l'impact Covid et comment évaluer aussi la nouvelle situation nutritionnelle après Covid pour le prochain HRP. C'est plus ça en fait mes questions. Est-ce qu'on va avoir une aide du GNC? Est-ce que vous avez déjà tablé sur des ratios? Ou est-ce que c'est déjà en cours de réflexion, ces questions? Absolument. Donc, comme j'avais dit peut-être au départ, au début de ma présentation à un moment donné, il y a un deuxième sommaire avec des recommandations sur les systèmes d'information nutritionnelle qui est déjà en cours, qui adresse justement ces questions d'analyse, analyse secondaire avec ces données que bien sûr avec la situation Covid, la collection de données primaires en utilisant les enquêtes SMART ou d'autres, tout a été suspendu. Donc, nous mettons en avant des recommandations, pas de forcément changer l'incidence, mais plutôt de regarder la prévalence et l'intervalle de confiance des dernières données d'enquête SMART que vous avez. Donc, je pense que d'ici une dizaine de jours, ce deuxième sommaire va être lancé et partagé avec tout le monde. C'est dans le processus de développement. Et pour l'instant, je ne peux pas partager plus, mais au moins ce sommaire, je pense, va être un peu plus pertinent par rapport à ces problématiques. Et bien sûr, si ce sommaire n'est pas suffisant, nous pouvons aussi discuter de façon bilatérale non seulement de ce système intéressant de pondération que vous allez proposer, mais aussi par rapport au GHRP et les autres outils par rapport au plan de réponse qui vont venir d'ici dans les prochains mois. D'autres questions?
Donc, à travers le bulletin du cluster de nutrition, que sûrement certains d'entre vous vont recevoir, je vais préparer un petit article avec les directives et l'outil de calcul. Et aussi, sous l'événement et sur le site web, d'ici demain, vous pouvez voir l'enregistrement de cette présentation, ainsi que les directives et d'autres, et ma présentation en PDF. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être nous pouvons terminer la session. Madame, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres mains levées? Il n'y a pas d'autres questions. Je pense que c'est clair. Ah, il y a une question qui s'en vient là. Voilà. C'est Kevin pour la mobilisation des ressources. C'est pas moi. Pardon Kevin, mais moi je ne sais pas comment vous mobilisez ces ressources. Je vais mentionner cette question demain avec le groupe du cluster, l'équipe du cluster, et pour voir si on aurait des recommandations éventuellement par rapport à la mobilisation des ressources. Je pense que tout le monde a été affecté, tous les programmes, mais personnellement, je n'ai pas de recommandations là-dessus, ni des mises à jour à partager. Donc, avec ceci, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui et votre attention, et surtout à Kevin pour ses questions. Et je vous invite à regarder les directives présentement en anglais, mais bientôt en français. Et je reste à l'écoute pour toute question ou d'autres recommandations que nous pourrons éventuellement intégrer dans les versions ultérieures de ces directives. Donc, bonne fin de journée à tout le monde et merci beaucoup.